Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Valourec? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, Valourec, on en a déjà parlé il y a très longtemps, d'accord? Donc, on va essayer de faire une mise à jour assez rapide ici. Première chose, croissance ou stabilité des revenus. On a des revenus très instables, d'accord? Ça reste une compagnie cyclique. Donc, on sait qu'on va normaliser les résultats. On sait également que la période actuelle est peut-être exceptionnelle, surtout si on regarde la marge brute. La marge brute est de plus en plus élevée. C'est intéressant parce que l'augmentation de la marge brute a commencé à partir de 2016, d'accord? Donc, l'entreprise ici a peut-être gagne peut-être, a des prix de plus en plus élevés sans doute, okay, parce que la marge brute, c'est le premier niveau de pricing power ici. Mais comme vous le voyez, on est petit revenu à peu près ce qu'on a connu entre 2009 et 2013 par là. Mais attention, la marge brute, c'est bien, mais est-ce que la marge EBITDA suit au moins? Oui. On a également une tendance à la hausse ici. Très, très bien. Maintenant, est-ce que c'est durable? C'est la question qu'on devrait se poser. Ensuite, on va regarder le nombre d'actions. Est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue? Littéralement, une grosse explosion du nombre d'actions ici. Pourquoi? Est-ce qu'on a fait une acquisition? Qu'est-ce qui justifie cette augmentation ici du nombre d'actions? Sûrement pas cette acquisition. Pourquoi est-ce que le nombre d'actions augmente ici? Très souvent, si le nombre d'actions augmente, c'est parce que soit on a fait une acquisition, enfin, s'il augmente drastiquement, c'est parce que soit on a fait une acquisition, ou bien ici, on a levé du cash ici, on a émis de nouvelles actions pour repayer de la dette. Est-ce que c'est le cas? Je vois ici que le nombre d'actions augmente littéralement et la dette diminue de 2,4 milliards à peu près 800 millions. Peut-être c'est lié. Et je n'aime pas les entreprises qui remboursent la dette ici en émettant de nouvelles actions. OK? Parce que c'est une dilution ici des actionnaires. Ensuite, on va regarder ici le net income et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. On recherche la stabilité ou la croissance. Et comme vous pouvez le voir ici, en termes de bénéfices nets, vous avez ceci. Ce n'est pas une entreprise c'est pas une entreprise qui a tendance, en termes de bénéfices nets, qui a tendance à enregistrer des résultats positifs. En tout cas, sur les 10 dernières années, on a eu genre 2-3 années. Ensuite, on va regarder les free cash flow parce qu'on peut avoir des bénéfices nets négatifs, mais avec des free cash flow positifs, notamment parce qu'il peut y avoir une variation ici en termes de besoins en fonds de roulement. Et je le mets sur le même graphique ici. Je vais à peu près mettre ça comme ça. On va mettre ça en tick. On augmente. Vous pouvez le voir ici que les free cash flow également ont tendance à suivre la tendance des bénéfices nets. Donc, ce business-ci ne rapporte pas de l'argent ici de manière stable et croissante. Et on peut comprendre ici que la période entre 2014 et aujourd'hui, vu que c'est le secteur du pétrole, service aux entités pétrolières ici, vous allez vous rendre compte que le pétrole en lui-même, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? Hausse du prix, etc. Donc, ces entreprises-ci, vu qu'elles sont sujettes ici à la dépense en capital des compagnies pétrolières, elles vont avoir tendance à gagner de l'argent sur la période actuelle. Est-ce que c'est durable? À partir de ce niveau, je sais déjà que ce n'est pas une entité qui va m'intéresser. Ou bien si je veux y investir, je vais regarder les actifs tangibles nets par action et essayer d'acheter à un prix inférieur aux actifs tangibles nets par action. Est-ce que nous avons un prix inférieur? Quels sont les actifs tangibles nets par action? Ici, on constate que nous avons près de 2 milliards en date d'aujourd'hui. J'aimerais l'avoir en dessous de 2 milliards ou bien aux alentours de 2 milliards. Et ces actifs tangibles-là ont également tendance à fluctuer. Donc, faites attention. Donc, ils sont également assez instables. Donc, encore une fois, ça m'encourage à aller regarder ailleurs. Mais bref, on continue. Maintenant, dette nette sur EBITDA, en termes de volume, on a une dette nette aux alentours de 614 millions. Dette nette sur EBITDA ici, et idéalement, ce genre d'entreprise ne doit pas être très endetté. Dette nette sur EBITDA privilégiée généralement en termes d'EBITDA moyen, bien sûr, n'oubliez pas de normaliser, parce que l'EBITDA actuel sera très élevé parce qu'elle gagne beaucoup d'argent, donc il faut normaliser les résultats et les diviser par rapport aux bénéfices nets actuels. En date d'aujourd'hui, on a plutôt un chiffre qui est assez correct. D'accord? Donc, du point de vue évaluation, qu'est-ce que ça va me donner? Je peux l'évaluer ici en passant par la valeur d'entreprise, la valeur d'entreprise sur le revenu. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je passe par le price to sell. Ou bien en passant ici par la valeur d'entreprise sur l'EBITDA moyen. Alors, je préfère prendre la valeur d'entreprise sur le revenu. Mais quand je parle de valeur d'entreprise sur le revenu, je vais prendre ici le price to sell. Attention, valeur d'entreprise égale capitalisation boursière plus la dette nette, bien sûr, ou bien moins le cash net. Donc,
Price to sell, divisé par le revenu, bien sûr. Price to sell représente ici la capitalisation boursière divisée par le revenu. Il manque quoi entre les deux pour avoir la valeur d'entreprise? La dette, n'est-ce pas? Donc, si on prend le price to sell, c'est comme si l'entreprise n'avait pas de dette, n'avait pas de cash net non plus. OK? Donc, ça nous permet de comparer les patates avec les patates. Alors, maintenant, ce que je vais faire, j'ai besoin ici de la moyenne dans le secteur d'activité. Je vais prendre la moyenne en date d'aujourd'hui, parce que j'aurais pu prendre la moyenne ici sur les 10 dernières années, parce que je préfère vraiment prendre la moyenne sur une longue période de temps. Je fais mon screening, je mets sur le secteur ici, énergie, etc. Je vais vous montrer quel est le screening que j'ai fait. Équipement ici, énergie, equipment and service, l'industrie dans laquelle opère Vallourec, d'accord? Enfin, industrie sur laquelle... Enfin, bref, excusez-moi, mon français, je parle français sans doute ici, mais ma langue principale, ce n'est pas trop le français non plus, ok? Donc, pardon, ceux qui vont corriger n'ont qu'à corriger, pardon, ok? Je suis également là pour apprendre. Donc, ici, en termes de capitalisation boursière, je choisis des entreprises qui ont au moins, voilà, je veux laisser ça comme ça, et je choisis des entreprises qui ont une marge brute d'au moins 0%. J'aurais pu choisir 30% qui est la marge brute moyenne ici de Vallourec. Qu'est-ce que ça va me donner? Alors, par rapport au price to sell moyen, dont je prends la médiane plutôt, parce que j'adore la médiane plutôt que la moyenne, on aura quelque chose en tout de 0,8 en termes de price to sell. 0,8. Et en termes de valeur d'entreprise sur le revenu, sur le revenu, ici, on a 1,2. Alors, soyons gentils. Hein. Donc, quand je dis soyons gentils, ça va être très optimiste présentement. On va prendre Vallourec avec 4 milliards d'euros. Enfin, on va le prendre ici pour une fois les revenus. D'accord? Une fois quels revenus, justement? Les revenus moyens sur les 10 dernières années. D'accord? Sur les 10 dernières années, nous avons à peu près 3 milliards 900. Donc, si je prends 3 milliards 900 fois 1, ça fait 3 milliards 900, n'est-ce pas? Moins la dette nette. Rappelez-vous, on a une dette nette de combien en date d'aujourd'hui? Nous avons une dette nette aux alentours ici de 600 millions par là. OK? Quand on prend le 615 millions par là. Et encore une fois, je rappelle qu'à partir d'ici, je sais que Vallourec ne va même pas m'intéresser. Trop instable. Ça donne à peu près 3 milliards 285 divisé par le nombre d'actions en date d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on obtient? On a à peu près 230. Je vais mettre 240 millions d'actions pour faire simple. OK? 240 millions d'actions. Ça représente quoi ici? Ça veut dire que Vallourec, j'aimerais l'avoir à un prix aux alentours de 13,68 €. On me vend du Vallourec à peu près à une date de jour à combien? 17 €. Alors, ce que je dirais, c'est que pour moi, Vallourec est correctement évalué. Ne représente pas, voilà. Je dirais, tant et aussi longtemps que Vallourec gagne de l'argent, comme par exemple sur les derniers mois, on a fait à peu près 400 millions. Si on le prend par rapport à la capitalisation boursière actuelle, c'est prix de 10% de rendement. Tant et aussi longtemps qu'on gagne près de 400 millions et plus, ça pourrait être intéressant. Mais c'est très instable, les amis. C'est très instable. Quand vous regardez même le rendement sur les capitaux investis, vous constatez que ce rendement-là accélère sur les derniers mois. Mais ce n'est pas durable, ce n'est pas la première fois. Et ce n'est pas le genre de business qu'on recherche. On recherche avant tout un business qui a la capacité ici de générer le même niveau de marge année après année. Or ici, tantôt on a 1 milliard, tantôt on a moins 1 milliard, après on se retrouve à 100 millions. Franchement, c'est rien, c'est pas très stable. Et on ne peut pas faire des prévisions ici sur des business, sur des données très instables. C'est la raison pour laquelle sur du Vallourec, il vaut mieux être extrêmement prudent, se rapprocher ici du book value, notamment aux alentours de 2 milliards par là. OK? Mais je préfère encore l'acheter à un prix aux alentours de 13-14 $. Donc 13-14 €, excusez-moi. C'est pour ça que je dis, au prix actuel, on ne va pas chipoter, hein, c'est correctement évalué sans plus. Ça ne veut pas dire que le prix ne va pas continuer à augmenter, mais c'est le cycle qu'il faut surveiller. Donc pour moi, du Vallourec ici, je pense qu'il y a de meilleures opportunités sur le marché. Je préfère encore acheter du Total Énergie que d'acheter du Vallourec. Maintenant, si vous me parlez de dividendes ici, vaut mieux qu'elle n'en verse pas du tout. D'accord? Mais voilà, on va se dire ici que pour du Vallourec, grand max, c'est 24 €. Si on prend 10 fois les bénéfices attendus ici. Et vous pouvez voir ici que l'estimation des analystes est à prendre avec des pincettes parce qu'ils n'ont presque jamais raison. Surtout sur les 10 dernières années. Bref, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Oui, on va me dire ici que oui, mais Vallourec, le prix augmente, etc. On s'en fout du prix. C'est la valeur qui nous intéresse. Est-ce qu'elle a la capacité de générer le même niveau de bénéfices nets pour les années à venir? Si votre réponse est oui, pourquoi pas? Moi, ma réponse est non. Et c'est la mienne. OK? Et je vous ai donné mes arguments quantitatifs. OK? Je vous ai dit ici qu'en période difficile, les compagnies... Posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui pousse Vallourec à générer des revenus de plus en plus élevés et des marges de plus en plus élevées.
Et vous aurez la réponse par rapport à la stabilité de ces revenus-là ou de ces marges. Le produit peut être bon, hein, etc. Mais c'est un peu comme du Tenaris. On en a certes besoin, mais dites-vous ici que on a un donneur. C'est le donneur d'ordre qu'il faut regarder. Si le donneur d'ordre ne se comporte pas bien, ou bien ne se porte pas bien, Vallourec, il y a de grandes chances ici qu'elle subisse. Bref, ça, elle ne mérite même pas une place dans n'importe quelle watchlist. Donc aujourd'hui, les amis, pardon, allez regarder ailleurs. C'est un peu comme ceux qui sont investis sur ESSO. Oui, vous prenez le dividende, etc. Mais est-ce que c'est durable? C'est la question qu'on se pose. Pour le moment, ça reste non. ESSO, encore, on pourrait l'acheter à un prix qui se rapproche ici du book value ou du tangible book value ici. Pourquoi pas? Et si je veux tellement du ESSO, je préfère encore aller prendre du Exxon. Ou pas. Je prends En fait, je recherche avant tout la stabilité. Stabilité. Si je prends du ESSO, par exemple, la vidéo n'est pas sur ESSO en tant que tel. Quand on regarde le retour sur les capitaux investis ici, c'est famélique. D'accord? En dents de scie, rien de stable. Rien de stable. Et on n'aime pas ça. C'est encore plus stable que du Vallourec, hein. Encore. Mais vous pouvez constater qu'à la même période 2014 ici, ce n'était pas si rose que ça dans ce secteur d'activité. Donc aujourd'hui, c'est peut-être exceptionnel. Maintenant, ne me demandez pas, le prix du pétrole sera à combien dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, je n'en sais rien du tout. Ce n'est pas mon rôle ici. Tout ce que je sais, c'est que c'est un secteur d'activité sur lequel, avant d'y aller, il faut y aller avec des pincettes et toujours avec une très petite partie de son portefeuille. Parce que les choses pourraient tourner au vinaigre du jour au lendemain. Et vous, franchement, privilégiez autre chose. Bref. Vous faites ce que vous voulez et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci.